cette conférence va porter sur l'aventure du Buara, une histoire de résistance précoce et des premières déportations, une histoire qui parcourt toute la Seconde Guerre mondiale. Je vais commencer par la résumer brièvement. Le 12 février 1941 au soir, 15 jeunes hommes, dont 9 élèves pilotes de l'école élémentaire de pilotage de Saint-Brieuc et leur instructeur, Jean Magloire d'Orange, embarquent sur le bateau de pêche Buara, échoué dans la baie de la Fresnay. Non loin de Saint-Malo, leur objectif est de rejoindre l'Angleterre. Le plus âgé a 29 ans, le plus jeune 16 ans. Mon père, Louis de la Bruyère, élève pilote de 19 ans, fait partie de l'équipage. La tentative est un échec. Le petit Côtre est arraisonné au large de l'île de Guernesey, puis conduit à Cherbourg. Après avoir été jugé à Saint-Lô, siège du département de la Manche et siège de la Felde-Kommandantur, les jeunes sont condamnés, les uns à l'exécution, les autres à la déportation à vie. Louis, qui est condamné à déportation à vie, et ses camarades survivants partent pour une longue déportation dans le bagne de Remscheid-Lüttringhausen. 2 autres camarades y perdront la vie. Quelques mots d'abord, avant de raconter cette aventure, sur la genèse de l'ouvrage que j'ai écrit et la méthodologie suivie. Le témoignage oral que mon père m'a livré en 1987 est la matrice de l'aventure du Buara. Il avait accepté, une fois la retraite venue, de livrer son témoignage à sa fille, jeune archiviste très inexpérimentée. L'histoire de mon père me poursuivait depuis longtemps, depuis qu'à l'âge de 9 ans, je l'avais entendu raconter à des amis, le soir, sa tentative de rejoindre l'Angleterre. Mais il n'en parlait pas, ou peu, à ses enfants, uniquement par petites touches. Durant cet été 1987, il raconte l'histoire dans son intégralité. Il parle pour l'histoire et le formule ainsi. Il n'a pas préparé l'entretien, il n'a aucune note, sa voix est posée, son esprit le projette 50 ans en arrière. Son récit va jusqu'en mai 1945, il s'arrête alors brutalement. De mon côté, alors que j'ai passé une grande partie de ma carrière d'archiviste dans les archives de la Seconde Guerre mondiale, je n'exploiterai pas son témoignage durant ma vie professionnelle, me contentant simplement de le faire numériser, de faire numériser les cassettes sur des CD. Les cassettes et les CD resteront sur mon bureau, dans un tiroir, non loin de mes yeux, à portée de mes yeux précisément. L'égo-histoire est aujourd'hui à la mode. Nombreux sont les historiens à travailler sur la mémoire de leur famille et sur la transmission mémorielle. Pour ma part, je n'ai pas eu le sentiment, en m'engageant en 2017, une fois la retraite venue, comme mon père, dans la recherche sur l'histoire de Louis, puisque je le dénomme ainsi, de m'inscrire dans ce courant historique. Je l'ai fait certainement sans le vouloir, avec un objectif, obtenir des réponses à des questions que je me posais depuis très longtemps, avec la dimension de mon métier premier, celui d'un archiviste obsédé par les sources et les traces. Ce n'est finalement que dans la deuxième partie de mon travail que j'ai lu des ouvrages aussi fondamentaux que ceux d'Yvon Jablanca, de Camille Lefebvre, d'Annette Vivorca, Tombeau par exemple. Disposer d'un matériau aussi précieux que le témoignage oral de Louis, presque 4 heures, ce qui est beaucoup, était un atout. Il imposait aussi des précautions. On met parfois en doute la parole des témoins, leur mémoire, leur objectivité, en l'opposant à l'archive qui seule contiendrait la vérité. Le doute qui peut peser sur la parole du témoin a guidé ma recherche avec un objectif, une préoccupation constante, vérifier point par point le témoignage de Louis, presque le prendre à défaut, décrypter chaque intonation, chaque silence, chaque énervement. De fait, le témoignage oral est une source parmi d'autres, comme la source écrite ou figurée.
comme pour ces dernières, il faut le confronter avec d'autres sources, le soumettre à la critique des sources. D'un point de vue méthodologique, j'ai procédé par cercle concentrique, en allant des archives privées de Louis, qui s'affichent sur l'écran, vers les sources publiques, en France, en Allemagne. La recherche m'a mené jusqu'aux États-Unis. Des fonds inconnus sont apparus, des sources extraordinaires que je n'aurais pas imaginé trouver se sont révélées, parfois issues du monde des collectionneurs. Les familles des camarades de Louis ont comblé des briques manquantes. Les archives du sol ont parlé aussi, en Bretagne, en Normandie, en Allemagne. Il faut toujours arpenter les lieux de sa recherche. Au final, le témoignage de Louis s'est révélé d'une fiabilité saisissante, et je n'ai pu le prendre à défaut qu'à 2 reprises sur des détails très minimes. Il m'a permis d'écrire une histoire, un récit, illustré par mon frère François, qui dépasse le seul personnage de Louis et a toute sa place dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, une histoire qui se déroule en 4 temps, comme vous le voyez sur l'écran. Premier temps, celui de la genèse de l'esprit de résistance et de l'organisation du projet. Deuxième temps, celui de la tentative, de son échec et de ses conséquences dramatiques. Troisième temps, celui de la déportation des survivants, le plus long, le moins connu. Quatrième temps, celui de la libération, du retour, de la reconstruction, celui dont Louis ne m'a presque pas parlé. Il ne peut être question, dans une intervention de cette nature, de retracer l'intégralité du parcours de Louis et de ses camarades. J'ai donc choisi d'insister sur 2 points. La façon dont la tentative du Buara s'inscrit dans la résistance précoce ou pionnière, le type de déportation subi par Louis et ses camarades et les modes de survie qu'il met en place. Je conclurai brièvement par les traces mémorielles de cette histoire. Commençons par les débuts. La genèse de l'esprit de résistance des jeunes du Buara a un lieu, l'école élémentaire de pilotage de Saint-Brieuc. 10 des jeunes hommes sur les 15 qui embarquent le 12 février 1941 sur le Buara sont issus de cette école, où ils ont été formés entre octobre 1939 et avril 1940. Les relations amicales et la solidarité nouée là, que vous pouvez voir sur les images qui sont projetées, vont permettre aux jeunes du Buara de briser le sentiment d'isolement et d'envisager une action collective, de prolonger le temps de l'avant, selon la très belle formule de Cécile Vaste dans L'identité de la résistance. Leur action future a 2 ciments. 1, l'amour de l'aviation. 2, le refus de l'armistice. Ces jeunes hommes n'avaient a priori aucune raison de se rencontrer. Louis, parisien, comme Pierre de Voissou, son camarade qui va être fusillé, veut être aviateur depuis toujours. Il a passé le concours de l'école d'Istres en mai 1939. Il vient d'avoir 18 ans. Il apprend sa réussite, comme Pierre de Voissou, quelques jours après la déclaration de guerre et va être affecté, comme Pierre de Voissou, à l'école de pilotage de Saint-Brieuc. À l'école de pilotage de Saint-Brieuc, ils vont rencontrer un personnage charismatique, leur instructeur, Jean Magloire d'Orange, et leur futur camarade d'embarquement, élève pilote aussi. Mais ces derniers n'avaient pas prévu de s'engager dans une carrière militaire. Ils sont en revanche tout aussi passionnés par l'aviation, ayant suivi le programme des sections d'aviation populaire voulues par Pierre Cotte de 1933 à 1938, destinées à démocratiser la pratique de l'aviation et aussi à préparer la guerre qui s'annonce. Ces jeunes sont majoritairement d'origine bretonne, trop jeunes donc pour être mobilisés. Ils ont été invités à s'engager compte tenu de leur pratique de l'aviation. Comme Louis et Pierre de Voissou, ils sont d'origine modeste, voire très modeste, à la différence de leur instructeur, Jean Magloire d'Orange, qui lui est issu d'une grande famille de la noblesse bretonne et normande. Ce sont aussi des enfants de 14-18. Le père de Louis a reçu une balle dans le cerveau lors de la bataille de Champagne de 1915 et en gardera des séquelles toute sa vie. Le père d'un autre camarade, Émile Aubry, est aveugle de guerre. La Première Guerre, si proche, reste une référence.
Dans sa dernière lettre, Pierre de Voissou écrira « Toi, mon cher papa, qui a été soldat de cette terrible guerre 1914-1918, je suis sûr que tu comprendras tout de suite les raisons de mon départ. » Le deuxième ciment de leur action est le refus de l'armistice. Refus immédiat, alors qu'ils n'ont pas entendu l'appel du général de Gaulle. Le 24 juin 1940, 2 jours après l'armistice, Louis écrit sur son carnet depuis la base d'Agen où l'école de Saint-Brieuc a été transférée « Armistice, tout est perdu pour l'aviation, que d'espérance tombe ce jour. » Dans cette phrase de Louis et ses propos, on retrouve beaucoup de ce qui a été la motivation des premiers départs vers l'Angleterre. Un refus complet de l'armistice, considéré comme illégitime, ainsi que le régime du maréchal Pétain. La volonté de poursuivre le combat. Une confiance envers la capacité de résistance de l'Angleterre. Louis dit, là au moins, il y avait une chance. Et plus rare peut-être, la certitude chez Louis que la guerre deviendra mondiale et que les États-Unis s'engageront. Début juillet, Louis va tenter de voler un avion depuis la base d'Agen avec Pierre de Voissou. Il va échouer, 2 autres de leurs camarades feront une tentative similaire depuis Blida pour montrer à quel point cette volonté de poursuivre le combat est immédiate chez eux. La question de la transgression à l'autorité militaire, ils sont encore militaires, ne se pose pas pour eux. Bien plus, leur esprit de résistance en est un prolongement, alors qu'ils vont tous être démobilisés. Cela passe pour eux par poursuivre le combat depuis l'extérieur, la résistance extérieure. Cet état d'esprit, l'état d'esprit de militaire, perdurera durant toute leur aventure, y compris durant la déportation des survivants. Je renvoie pour cela à l'ouvrage Militaires en résistance, orchestré par Claire Miot, Guillaume Piketty, Thomas Vessé. Comment s'y sont-ils pris? Comment ont-ils réussi à tenter précisément quelque chose, qui est la phrase que tous les résistants utilisent? L'organisation de leur tentative est très représentative de ces premiers temps de la résistance, celui où les réseaux n'existent pas, celui des tâtonnements, celui aussi des échecs. Tous démobilisés et retournés dans leur foyer, les anciens de Saint-Brieuc se regroupent entre septembre 1940 et janvier 1941. Ils reprennent contact. L'organisation du départ se fait de façon autonome. D'Orange dirige et donne sa légitimité au projet. Pierre de Voissou le met en œuvre depuis Paris, puis depuis la Bretagne, où il part ainsi que Louis, en janvier 1941. La décision de partir depuis la Bretagne a été prise rapidement. Ils hésitent à franchir la ligne de démarcation et ne connaissent aucune filière pour traverser les Pyrénées. Louis le dit très bien, nous, on partirait par mer. Ils ont peut-être en tête l'épopée de l'école de pilotage 23 de Morlaix, partie en bateau de Douarnenez le 19 juin sur un bateau très connu, le Trébouliste. Mais le départ du Buharat est tardif, trop tardif. Il n'y a eu que 11 départs depuis la Bretagne en 1941, contre 24 entre juin et décembre 1940, selon les calculs de l'historien Richard Brooks. Ce départ tardif, cependant, va aussi permettre des contacts avec des noyaux de résistance naissants à Paris et en Ille-et-Vilaine. À Paris, Louis et Pierre de Voissou rentrent en contact avec un petit groupe par l'intermédiaire d'une famille de la famille de Voissou, du nom d'Hélène Mauger. Vous avez sa fiche à l'écran. Ce groupe est composé de personnes d'âge mûr, dont plusieurs combattants de la Grande Guerre. On retrouve le lien avec la Première Guerre. Les principales figures en sont François Colomer, lieutenant d'aviation de réserve, et Jean Dutillois, avocat. Je donne leur nom car la mémoire de ce groupe a disparu. Ce groupe se consacre principalement au renseignement, au sabotage, à l'aide au départ de volontaires. Il conseille un départ depuis Camaret, mais cette voie se ferme en janvier, le dernier grand départ étant celui de l'émigrant le 16 décembre 1940. C'est certainement ce groupe qui confie à Pierre de Voissou une valise de documents à remettre au service de renseignement anglais. Celle-ci sera immergée lors de l'arraisonnement et je ne peux donc en déterminer le contenu des plans de repérage vraisemblablement. Mon hypothèse est que le groupe Dutillois-Colomer était en contact avec les services secrets anglais
et que l'arrivée du Buhara était annoncée en Angleterre. J'ai exploré l'histoire tragique de ce groupe, quasiment contemporain de la constitution du réseau du Musée de l'Homme. Il sera démantelé par l'arrestation entre le 10 et 11 novembre 1941 de ses membres, dont Hélène Mauger, que connaissait bien Pierre de Wassou. Leur chef, Jean Dutillot, sera assassiné dans sa cellule à Fresnes le 14 décembre 1941. La plupart de ses compagnons seront exécutés au Mont-Valérien. Hélène Mauger survivra à la déportation et pourra témoigner à son retour en faveur des jeunes du Buhara. Sur la côte d'Émeraude, la préparation du départ est facilitée par la solidarité, le silence des familles, la connivence, tel est le terme que Louis utilise, de la population, et l'intervention, là aussi, de noyaux de résistance naissants. Après avoir dû renoncer à partir depuis le Finistère, il est décidé de tenter le passage depuis Saint-Malo, dont plusieurs sont originaires. Les jeunes hommes s'y regroupent, ils se font passer pour des vacanciers en plein hiver, mangent des crêpes, vont au cinéma. Plusieurs personnes vont alors intervenir, soit résistants isolés, soit liés à des groupes en cours de formation. Le principal de ces acteurs est une femme, Berthe Guerrier. Je donne son nom parce que j'ai trouvé très peu de renseignements sur cette première résistante. Berthe Guerrier, originaire de Saint-Malo, a déjà organisé des départs vers l'Angleterre dès le mois de juin. Elle facilite la transaction pour l'achat du Buhara, trouvé fin janvier 1941. Le Buhara est désarmé et échoué au fond de la baie de la Fresnay que vous voyez à l'écran. Il est entendu que les jeunes hommes déclareront l'avoir volé si l'affaire échoue. Le pêcheur, propriétaire du cotre, ayant indiqué que l'équipage devait être renforcé, c'est également cette résistante, Berthe Guerrier, qui se charge de trouver des membres d'équipage supplémentaires par l'intermédiaire d'un garde maritime de Dinard. Vous voyez à quel point cette tentative était connue et aidée sur place. 4 habitants de Dinard, dont 2 marins de la Marine nationale, se joignent ainsi au projet début février 1941. Intéressant, l'un d'eux, Victor Quéré, était stationné en Angleterre lors de l'armistice. Comme la majorité des marins, il a choisi de revenir en France et a été très vite pris de regret. Il va d'ailleurs partir avec son jeune frère, Maurice Quéré, le plus jeune de l'équipage. Enfin, un ami parisien de Pierre de Wassou les rejoint. C'est également cette fameuse résistante, Berthe Guerrier, qui accueille dans sa villa de Cinca les jeunes hommes chargés d'équiper le bateau, dont Louis, qui traverse tous les matins la baie de la Fresnay. L'équipement du bateau est mené très vite, en une semaine. Ils n'ont pas de temps et ils le savent. Ils sont aidés par la population de la baie de la Fresnay et même une aide souterraine. Vous voyez à l'écran la carte qui figurant leur tentative. Je n'ai pas le temps, durant cette intervention, de décrire tous les rebondissements de cette tentative. Je ne peux, dans ce cadre, que dire, ce qui a été le résultat de mes recherches, que l'échec de la tentative est dû au très mauvais état du bateau qui a été vendu aux jeunes hommes, dont les avaries successives ont ralenti la progression, et aussi à la malchance. Le navire allemand qui les intercepte, du nom du Bernhard von Tschirky, était vraisemblablement en train de déposer ou de relever des bouées destinées aux aviateurs allemands, ne cherchez pas le Buhara et les a repérés par hasard. Venons-en à la répression, qui est aussi extrêmement intéressante du point de vue de l'histoire des débuts de la répression par les autorités d'occupation allemandes. L'affaire du Buhara est prise très au sérieux par les autorités d'occupation qui vont sans réserver son traitement. Depuis leur départ, le 12 février 1941, jusqu'à la libération des survivants en avril 1945, les jeunes hommes ne seront jamais confrontés aux autorités françaises. Ils rentrent sous le coup du système de répression mis en place sous l'autorité du commandement militaire allemand en France, le MBF. Je renvoie pour cela aux travaux de l'historienne Gaëlle Eismann. Dès le 23 juillet 1940, une ordonnance du MBF
a autorisé les tribunaux militaires à décider si une affaire devait être jugée par eux ou si elle relevait de la compétence des tribunaux français. Dans le cas de l'affaire du Buhara, elle est immédiatement considérée comme grave et c'est le code pénal du Reich et le code militaire qui vont s'appliquer, même s'ils ne sont plus militaires. Cela n'a rien à voir. L'enquête est rondement menée par l'Abwehr, les services de contre-espionnage allemands. Il en est de même pour le procès, conduit à huis clos de façon expéditive à Saint-Lô les 19 et 20 mars 1941. Vous avez à l'écran le texte du jugement que nous avons beaucoup de chance d'avoir. Les jeunes hommes ont été rassemblés dans la prison de Saint-Lô la veille du procès. Ils ont appris qu'ils allaient être jugés le lendemain. Un avocat commis d'office leur a été donné. Ils l'ont rencontré la veille. La qualité d'aviateur de la majorité du groupe est une circonstance aggravante, bien sûr. À cet égard, le procureur tente de décrédibiliser leur engagement. Si dans l'acte d'accusation, ils sont accusés d'avoir eu l'intention de se rendre en Angleterre par voie de mer afin d'y contracter un engagement volontaire dans les forces dissidentes de l'ex-général de Gaulle, le jugement lui-même ne fait en rien allusion au général de Gaulle et évoque l'intention des jeunes aviateurs de s'engager dans la RAF pour bénéficier de primes. Cela les contrariera beaucoup. La sentence est lourde, vous l'avez compris. La peine de mort pour les leaders, qui sont désignés dans le texte allemand comme les âmes du projet. Les travaux forcés à perpétuité pour les autres, à l'exception du plus jeune Maurice Quéré, 16 ans. Il ne sera en rien question, ni du côté du MBF, ni du côté de Berlin, où la grâce est remontée, d'envisager cette grâce précisément pour des raisons de dissuasion. De la même façon, après l'exécution le 12 avril dans l'abbaye de Montebourg, à 50 km de Saint-Lô, les autorités d'occupation tenteront de maintenir secret le lieu de leur inhumation par crainte de l'héroïsation de cette histoire par une population normande au sein de laquelle se développe un sentiment romantique, disent les textes d'archives, envers le général de Gaulle. Enfin, toutes les personnes concernées de près ou de loin par la tentative sont arrêtées, jugées et la plupart déportées. Qu'il s'agisse de la mère de Pierre de Voissou, qui a financé en grande partie l'achat du bateau, du garde maritime de Dinard, d'un camarade ayant raté l'embarquement, ils seront tous arrêtés. Quant à Berthe Guerrier, elle sera aussi arrêtée et mourra en prison, vraisemblablement, en avril 1942. La tentative de masquer cette histoire était un échec. Dès le 13 avril 1941, un Cherbourgeois, resté anonyme malheureusement, écrit dans son journal « Pas que sans joie. Hier, 2 jeunes hommes ont été fusillés par les Allemands près de l'abbaye de Montebourg. Ils se nomment Magloire d'Orange et Pierre de Voissou. L'annonce de leur exécution s'est répandue dans la région comme une traînée de poudre. Le speaker de la BBC a évoqué tout à l'heure brièvement leur aventure, la glorieuse aventure du Buhara, titre d'une lettre qui circule sous le manteau. Ce texte confirme au passage que l'affaire était suivie à Londres. La glorieuse aventure du Buhara, que vous voyez à l'écran, est un texte qui a été rédigé par un des membres de l'équipage, en l'occurrence Victor Quéré, le marin qui était revenu d'Angleterre, et sorti clandestinement de la prison de Saint-Lô. Il a été diffusé immédiatement par la Résistance, ce qui explique que l'affaire soit immédiatement connue. En conclusion des 2 premiers temps, l'histoire de ce texte me permet d'évoquer un aspect parmi ceux méconnus de l'histoire du Buhara et important dans la jeunesse de la Résistante, dans les premiers temps, la résistance des femmes. L'écriture de ce texte a été rendue possible par la fille du gardien-chef de la prison de Saint-Lô, Odette Panier, jeune fille âgée de à peine 16 ans. Elle sera précisément, elle aussi, arrêtée, jugée, internée, comme toutes les femmes que j'ai citées, Artémise de Voissou, Berthe Guerrier, toutes ont participé à cette histoire. Et il faut leur rendre hommage. Alors, venons-en au 3e temps, celui de la déportation.
Dans le seul courrier que Louis a pu adresser à sa famille depuis la prison de Saint-Lô, il écrit « Nous quitterons cette prison certainement pour aller je ne sais où, peut-être en Allemagne, mais ne vous effrayez pas à cette pensée. » Le groupe du Buhara est le premier groupe conséquent à partir en déportation. Le témoignage de Louis, particulièrement précis et détaillé, offre des éléments rares sur ses premières déportations sur un temps particulièrement long, puisque nous allons jusqu'en 1945. Il permet de pénétrer en profondeur dans le quotidien de la vie en déportation dans un bagne. C'est à mon sens là que son apport à l'historiographie est le plus fort. Vous avez ici la carte de la déportation et du trajet qu'ils ont suivi. Le départ intervient le 23 avril depuis la gare de Saint-Lô dans un train de permissionnaires, le Cherbourg-Maastricht. Ce n'est pas encore l'époque des convois. Un wagon a été consacré aux 13 jeunes hommes. Ils sont menottés 2 par 2, un soldat en armes pour chacun et un garde placé à chaque extrémité du couloir. Le train roule vers le nord. Le 24 avril, il traverse la Belgique puis les Pays-Bas, franchit la frontière vers 17 h et arrive à Cologne où il faut changer de train vers Düsseldorf. Les jeunes hommes sont alors remis par la Wehrmacht aux gardiens pénitentiaires. Ce moment du transfert, très fort pour Louis, aussi dans son témoignage, marque leur entrée dans l'univers d'Asie, dans l'univers de la déportation. Ils vont rester jusqu'au 14 mai 1941 dans la sinistre prison de Düsseldorf-Derendorf, dans l'ignorance totale de leur sort. Louis pense d'ailleurs alors qu'il va être fusillé. Le 14 mai matin, le plus jeune du groupe, Maurice Quéré, part vers la prison pour jeunes de Wittlich, où il va vivre une déportation très dure. Les 12 autres partent pour le bagne de Remscheid-Lüttringhausen, dans le sud de la Ruhr, prison de haute sécurité destinée à recevoir des criminels et des condamnés à des peines lourdes. Le terme allemand est Zuchthaus, les Français l'ont traduit par bagne ou bagne cellulaire. Vous avez ici, là, des photographies de ce bagne de Remscheid-Lüttringhausen. Il me faut ici aborder un point d'histoire. Pourquoi un bagne et non un camp? Le rôle qu'ont joué les prisons dans le système de répression nazi est peu connu en France et heureusement étudié par quelques historiens. En France, Thomas Fontaine, en Allemagne, Nikolaus Waxman. Alors, Louis et ses camarades rentrent dans la catégorie des déportés dits judiciaires, condamnés par des tribunaux militaires en France occupée et dirigés vers les prisons du Reich. Leur nombre est évalué et très faible. Il est évalué à 3400 personnes, c'est-à-dire environ 5% des déportés par mesure de répression. Une fois passée la frontière, l'application de leur peine relève du système judiciaire allemand, en l'occurrence de la décision du procureur général de Düsseldorf. Louis formule ce constat avec beaucoup de lucidité. Il dit « Notre chance est d'avoir inauguré le système ». Il formule ce constat, avoir été déporté parmi les premiers et dirigé de ce fait vers le système pénitentiaire et non vers le système concentrationnaire, les a d'une certaine façon protégés, même si 2 autres camarades vont perdre la vie. À ce stade de ma recherche, je ne disposais plus que du témoignage de Louis, extrêmement détaillé, il est vrai, et de rares documents qu'il avait réussi à apporter de déportation. Il fallait partir à la recherche de sources allemandes, voir les lieux aussi. La quête a été fructueuse et j'ai découvert, aux archives du Land de Rhénanie-Westphalie du Nord, l'ensemble des dossiers de prisonniers du bagne, source rare et précieuse s'il en est. Vous voyez à l'écran la première page de ces dossiers qui s'appelle « Personalakten ». Ces dossiers sont d'épaisseur variable, parfaitement structurés. Ils renseignent sur toutes les étapes de la vie dans le bagne, travail, punition, renseignements médicaux. Dans plusieurs cas, très précieux, sont annexés les courriers échangés avec les familles, traduits en allemand pour être contrôlés par la censure. Ces dossiers m'ont permis d'approcher la dureté des conditions de vie et aussi la façon
dont chacun vit sa déportation, en l'occurrence, gère sa survie. En effet, autant la tentative de départ était collective, autant la déportation est une expérience individuelle. À l'écran, les photographies prises à l'arrivée dans le bagne. Grâce à ces photographies, nous disposons quasiment d'un instantané du premier contact de ces jeunes avec l'univers du bagne. J'ai longuement scruté chaque visage, cherchant à décrypter les expressions, à deviner les pensées à ce moment précis. L'exercice est difficile et subjectif. On est d'abord frappé par leur jeunesse et parfois par un reste d'innocence. Ils ne semblent pas en mauvaise santé, même si certains paraissent avoir perdu du poids. Leur coiffure est celle d'avant leur détention et leur visage exprime des émotions diverses. Interrogatives, dans le cas de Robert Laruelle, avec un léger sourire presque provocateur dans le cas d'Auguste Zalewski, impénétrable pour ce qui concerne Louis, que les gardiens jugent, ils la notent à côté du dossier comme un homme d'ordre. Un uniforme leur est attribué et leur poids est pesé le lendemain. Cela permettra de suivre la perte de poids. Leur uniforme est noir avec des bandes jaunes sur le pantalon et la manche gauche. Ces bandes font partie intégrale du costume de façon à empêcher toute transformation en costume civil. À leur arrivée, l'établissement est déjà en surpopulation. Prévu à l'origine pour 550 personnes, il abrite déjà 1000 détenus. Les jeunes sont placés à 3 dans des cellules individuelles, heureusement sans être séparés dans un premier temps. Il faut bien avoir conscience qu'ils arrivent dans un univers particulièrement hostile, auquel ils sont doublement étrangers. Étrangers à l'univers carcéral dont ils ne maîtrisent pas les règles, étrangers par leur nationalité. Ils sont quasiment les premiers prisonniers politiques étrangers à arriver dans le bagne et seront suivis principalement par des déportés de nationalité belge et néerlandaise, ce qui explique au passage que ce bagne soit très peu connu en France. Ils sont particulièrement démunis du fait de leur méconnaissance de la langue et confrontés à l'hostilité des prisonniers de droit commun, souvent criminels endurcis. Enfin, leur peine est la plus lourde qui soit, puisqu'ils sont condamnés à perpétuité sans espoir de grâce. Ils ne sont pas là pour être rééduqués. Leur déportation en Allemagne a pour objectif de jouer un rôle de dissuasion dans leur pays d'origine. Je signalais que la survie en déportation était de l'ordre de l'individuel. Le cas de Louis est tout à fait intéressant à cet égard. En premier lieu, il va mettre un acharnement particulier à apprendre l'allemand. Pour ne pas subir, dit-il, j'ai décidé qu'il fallait que j'apprenne l'allemand. Il réussira, avec beaucoup d'insistance, à obtenir un dictionnaire franco-allemand. Travaillera son vocabulaire de tête alors qu'il passe 3 semaines au cachot pour insubordination et pratiquement 6 mois à l'isolement. Vous voyez à l'écran les exercices qui ont été retrouvés dans sa cellule par les gardiens, exercices par lesquels il témoigne vraiment qu'il cherchait à apprendre l'allemand et travailler aussi de tête pour garder l'esprit net durant ces 6 mois d'isolement. À sa sortie de l'isolement, il sera par la suite placé dans la cellule d'un prisonnier politique allemand qui continuera à lui enseigner la langue. Je parlais de prisonniers politiques. Précisément, le soutien apporté par les quelques prisonniers politiques allemands va déterminer son devenir dans le bagne. Dès l'arrivée des jeunes du Buhara, ces hommes antifascistes, membres du KPD, Parti communiste, ou du SPD, Parti social-démocrate, présents parfois depuis 1933, se sont approchés de Louis et de ses camarades et leur ont dit « Nous sommes amis puisque nous sommes ennemis d'Hitler ». D'âge mûr, ils maîtrisent les codes de l'établissement et ont su établir des rapports de force aussi bien avec les gardiens qu'avec les détenus de droit commun. Ils ont réussi à s'imposer dans certains ateliers, par exemple la menuiserie ou la boulangerie, qui permettent d'améliorer le quotidien. La survie se joue là aussi. Ce sont ces hommes
qui vont réussir à faire sortir Louis de sa cellule d'isolement. Il va par la suite s'insérer dans un petit groupe de leaders, des sortes de caïds, constitués de prisonniers politiques qu'il appelle ses copains. Vous en voyez deux à l'écran. Ce groupe réussira par la suite à le placer auprès de l'intendant, poste stratégique s'il en est. Ce même groupe a réussi à fabriquer une radio clandestine. Dans cette attente interminable, la radio clandestine est une fenêtre vers l'extérieur, un élément de survie comme de pouvoir. Tous les jours, j'avais les informations anglaises, dit fièrement Louis. Il insiste beaucoup sur cette radio clandestine. Elle permet de suivre les nouvelles de la guerre, entretient l'espoir. C'est grâce à elle que le groupe de Louis apprend avant les gardiens la nouvelle du débarquement, prenant au passage le risque de susciter une explosion de joie dans le bagne et de dévoiler leur système d'écoute, ce qui aurait pu avoir des conséquences très graves. C'est grâce à elle qu'ils se préparent aux derniers mois de la guerre, les plus durs, les plus dangereux. Mais la solidarité des prisonniers politiques ne peut qu'atténuer la dureté des conditions de vie, l'isolement, la faim, le travail forcé, les mauvais traitements pèsent de plus en plus au fur et à mesure des années, au point que Louis envisage à l'automne 1943 de s'évader avec la complicité d'un gardien luxembourgeois. Il va y renoncer très sagement. L'attente est d'autant plus longue que la mort rôde, même si le taux de décès dans les prisons du Reich est nettement inférieur à celui dans les camps de concentration. Elle est présente à travers des bombardements qui deviennent intenses sur la Ruhr à partir du printemps 1943. Par exemple, et vous voyez à l'écran une représentation de ces bombardements avec une lettre de Louis à ce moment-là, le 31 juillet 1943, une des premières tempêtes de feu tombe sur la ville de Remscheid. La ville est alors détruite à 83%. Louis, dans le courrier qu'il a pu écrire à sa famille à cette occasion, écrit « Le diable était à nouveau déchaîné ». Lorsqu'il parle des bombardements, il utilise l'expression « mentalité de bête » et il le répète à plusieurs reprises. Enfermés dans leurs cellules pendant les bombardements, l'électricité coupée, les gardiens dans les bunkers, aucune échappatoire n'existe. La mort est surtout présente à travers la malnutrition et la surpopulation qui favorisent le développement des maladies. Dès les 6 premiers mois de leur déportation, les jeunes du Buhara ont perdu entre 6 et 10 kilos. Le poids va se stabiliser pour certains, dont Louis, il va continuer à baisser, à décliner pour d'autres. Tel est le cas de 2 camarades élèves pilotes aussi, Raymond Canvel, dont vous voyez des images à l'écran, 22 ans, s'éteint de tuberculose le 17 août 1944. Sa sœur unique avait elle-même péri dans le bombardement de Rennes en mars 1943. Ses parents ont perdu leurs 2 enfants. Auguste Zalewski, 23 ans, s'éteint de la même maladie, pile un mois plus tard, le 16 septembre 1944. Ils font partie des 33 décès dans l'établissement en 1944. Que le destin est dur et parfois tenace, écrit Louis à ses parents dans la dernière lettre qu'il pourra leur envoyer avant sa libération, d'ici la libération. Ce moment du décès des jeunes hommes coïncide avec la dernière année de déportation, celle qui s'ouvre à partir du débarquement, la plus dangereuse, celle de l'avancée des troupes alliées, celle de l'évacuation des prisons de l'ouest du Rhin, celle des marches forcées, celle des massacres de masse. Le témoignage de Louis est très précis sur cette dernière année. La libération du bagne de Remscheid-Lüttringhausen intervient le 15 avril 1945 par l'US Army, à la fin d'une bataille importante sur la route vers Berlin, la bataille de la Poche de la Ruhr. Nous n'avons pas malheureusement d'image de la libération. Les mois précédents ont été très durs. On sait que l'hiver 1944-1945 a été particulièrement rude. Louis a d'ailleurs failli succomber à une infection très grave et a échappé 3 jours avant la libération à un massacre de masse qui a emporté 60 détenus de l'établissement. Là aussi, le témoignage de Louis et les archives apportent des éléments précieux sur ce moment de l'occupation par les armées alliées en Allemagne.
Allemagne, dans laquelle presque 8 millions de personnes ont été déplacées et cherchent à regagner leur foyer quand ils en ont encore un. Rien que dans l'arrondissement de Wuppertal, qui intègre la ville de Remscheid-Hünringhausen, les Alliés découvrent pas moins de 198 camps de travail abritant 30 000 personnes dans des conditions incroyablement mauvaises, note-t-il. Va intervenir là un nouvel événement. Alors que tous ses camarades veulent rentrer au plus vite, Louis va se distinguer une nouvelle fois. Il ne veut pas rentrer immédiatement et c'est ce qu'il écrit à ses parents dans un courrier du 19 avril confié à un soldat français de passage. Vous voyez ce courrier à l'écran. Voici ce qu'il écrit, ce qui a dû mettre ses parents dans une stupéfaction totale et soulagement en même temps d'apprendre que leur fils est vivant. Nous sommes libres, mais ne savons pas encore que nous serons rapatriés. Personnellement, il est très certain que je reste ici encore un certain temps, car j'ai des affaires de haute importance à régler. Parmi les questions qui ont égrené ma recherche, le refus de Louis de rentrer immédiatement restait pour moi un sujet prégnant, d'autant plus qu'il avait répondu de façon tantôt brutale, tantôt évasive à mes questions. J'étais pas pressé, je n'étais pas un mois près, je voulais savoir comment les choses se réglaient. La réponse est arrivée tard dans ma recherche, sous mes yeux et sous vos yeux aussi, de mauvaises copies d'un document conservé aux Archives nationales américaines émanant de l'US Army concernant des crimes de guerre. Ce document est aussi conservé à Arolsen. Dans ce document, Louis témoigne avec ses copains, ses fameux copains, contre un gardien nazi. Les mots sont forts, ils écrivent en anglais. Je vais vous les lire. Nous parlons au nom de ces prisonniers qui n'ont pas vécu assez longtemps pour revoir la liberté. Nous avons promis à ses camarades de porter réclamation contre le criminel de guerre W, quand le jour viendrait de régler ses comptes. On retrouve cette phrase que je posais à Louis, « Voulais-tu régler tes comptes ?» Il a voulu régler ses comptes de façon juridique, en fait. Nul doute dans cette phrase qu'il pense alors à ses camarades disparus. Le cas de Louis n'est pas unique, même s'il est étonnant. Tel est aussi le cas, par exemple, d'Agnès Imbert, membre du réseau du Musée de l'Homme, déportée d'abord dans la prison d'Anrath, puis à Wanfried dans la Hesse, qui reste également sur place pour aider les Alliés dans la chasse aux nazis. Leur caractéristique commune est de vouloir rester acteurs durant la phase de libération, de vouloir que justice passe. Le temps avant le retour en France peut aussi être vu comme une forme de décompression. Il serait trop long de détailler ici le temps avant le retour de Louis, qui s'apparente à une forme d'épopée avec de multiples rebondissements, et sa vie, une dernière fois, mise en danger. Il suffit de dire qu'il appartient à cette catégorie de déportés qui va organiser son retour, son rapatriement de façon individuelle. Louis est à Paris le 15 mai 1945. Il annonce son retour par le télégramme que vous voyez à l'écran. Il interrompt son témoignage de façon très brutale à ce moment-là, en s'exclamant « On va s'arrêter là, ce serait trop long. Nous ne reprendrons jamais les entretiens, il ne réécoutera ni ne corrigera son témoignage alors qu'il s'y était engagé. Je découvrirai qu'il a cependant effectué une demande de recherche auprès des anciens combattants à Caen et du service international de recherche d'Arolsen. » Témoigner s'était-il révélé finalement trop douloureux pour lui? Estimait-il qu'une fois le retour en France, l'histoire n'avait plus d'intérêt, qu'un nouveau chapitre s'ouvrait sans lien avec le précédent? Je ne sais pas. C'est donc sans lui qu'il m'a fallu, à travers les seules archives, reconstituer ce retour à la vie, les étapes d'une reconstruction, aussi bien physique, professionnelle que mémorielle, qu'il va mener avec le groupe du Beharra, immédiatement reconstitué dès le retour en France. Un moment clé ouvre cette reconstruction. Il s'agit d'une audience, vous en voyez un dessin réalisé par mon frère François, accordé
début juin au groupe par celui qu'ils avaient tant voulu rejoindre en Angleterre, le général de Gaulle. À la suite de cette rencontre, des instructions fermes seront données par le chef d'état-major du général de Gaulle, le contre-amiral Ortoli, concernant le sort des jeunes hommes et la réintégration de ceux qui le désirent dans l'armée de l'air. Cette réintégration sera progressive. Elle passera par une remise en état physique en Savoie durant l'hiver 1945 dans un centre de santé, le chalet de l'Aurore à la Féclaz. Comme vous le voyez à l'écran, les jeunes hommes font du ski, de la luge, sourient à l'objectif, presque comme les jeunes qu'ils étaient à Saint-Brieuc 4 ans auparavant. Ce retour à la vie passe aussi par un pèlerinage mémoriel. Dès le mois de juillet, Louis est allé rendre visite en Ille-et-Vilaine aux parents de ses camarades disparus. Puis va intervenir un moment important pour eux. Le 15 septembre 1945, la photographie est à l'écran, j'ai eu beaucoup de mal à l'identifier. Les jeunes hommes sont dans le petit village d'Orglande, dans la Manche, village où habite la famille de Pierre de Voissou et où sa mère, Artémise, finira sa vie. Dès la libération de la France, Artémise, de retour de déportation, a fait exhumer les corps de son fils et de Jean-Magloire d'Orange. Ils reposeront ensemble dans le cimetière d'Orglande. L'image que vous voyez montre les jeunes hommes en tête de cortège, portant des gerbes. Certains d'entre eux regardent l'objectif, la mine grave. Louis, à la tête baissée, très concentré. Ce moment signe l'attachement du petit village d'Orglande et plus généralement du département de la Manche à la mémoire de ceux du Buharat. Il me permet, en conclusion, d'évoquer la trace mémorielle laissée par l'aventure du Buharat. En avril 1941, Louis écrit à ses parents depuis la prison de Düsseldorf-Derendorf, dans ce qu'il pense être une dernière lettre. « Surtout, n'ayez pas de remords et ne vous dites pas que si vous m'aviez influencé et contraint de rester à la maison, ceci ne serait pas arrivé, car ce que j'ai fait, personne n'aurait pu m'en écarter. » La détermination de ces premiers résistants et la façon dont ils ont procédé ont largement fait l'objet d'une amnésie dans l'immédiat après-guerre. Aussi parce que la plupart d'entre eux ont été décimés, comme le petit groupe parisien qui avait voulu aider le groupe du Buharat à gagner l'Angleterre. Les jeunes du Buharat obtiendront le titre de déportés résistants. Ils seront affiliés rétrospectivement, effectivement, comme tel est le cas pour les premiers résistants, au réseau Védite Thermopyle, puis au réseau Hector de la France combattante. Ils reprendront leur vie, mais leur histoire restera singulière et largement méconnue au-delà de la Manche, où se tient annuellement, le 12 avril, une cérémonie en hommage aux 2 jeunes fusillés. Ils batailleront de temps en temps contre les insinuations d'inconscience et de mauvaise préparation de leur tentative, qui sera finalement plus perçue comme un échec que comme un acte de résistance précoce. À titre d'exemple, et aussi en forme d'interrogation, il faut lire le texte qui apparaît ici, de la plaque apposée en mémoire de Voissou et de d'Orange sur le côté du monument aux évadés de France, érigé sur la pointe de l'île à Cinca, monument inauguré en août 1949 en présence de plusieurs membres de l'équipage, dont Louis. Le texte en est, vous le voyez, fusillé par les Allemands pour avoir échoué en compagnie de 13 camarades dans leur tentative de rejoindre par bateau les forces aériennes françaises libres en Angleterre le 13 février 1941. Raccourci, qui aboutit à un contresens, car ils n'ont pas été fusillés pour avoir échoué, mais pour avoir voulu rejoindre la France libre. La fille que je suis s'indigne. La chercheuse analyse, cherche à comprendre et espère que par une meilleure connaissance de l'histoire du Buharat, redonner sa juste place à cette histoire dans celle des prémices de la résistance.